lui, il a eu un début de carrière très compliqué et il est arrivé quand même assez tard au très très haut niveau. Salut, c'est Scipion. On a décidé de vous régaler en cette fin d'année en ressortant les meilleurs moments de la chronique Je pense à, réalisée avec les copains de League of Legends. Ce moment où on se rappelle des anciens joueurs, des gloires que vous avez peut-être oubliées, mais qu'on va vous restituer en mémoire jusqu'à la fin de l'année. C'est un joueur aussi que j'ai apprécié quand il évolue en Ligue 1, donc je prends le relais d'Adrien avec plaisir. Alors, Tino Costa, c'est un nom... Voilà, c'est un nom qui sonne quand même comme celui d'un chanteur de fado, une musique portugaise d'ailleurs qu'Alex doit bien connaître. Et pourtant, pourtant Tino Costa, il s'exprime lui plutôt avec le ballon et il le fait plutôt très bien. Je sais pas si vous en rappelez, je sais pas si le chat s'en rappelle très bien. Demandez encore aujourd'hui aux supporters payadins ce que ce nom évoque chez eux. Eh bien, on précise, il n'est pas portugais. Hein. Oui, bien sûr. Non, c'est pour ça que, en fait, en gros, on comprend en parlant aux supporters montpelliérains que, l'impact qu'a eu le joueur franco-argentin dans l'Hérault après son excellente saison 2009-2010, celle sur laquelle on va se focus et qu'on va redécouvrir aujourd'hui. Alors, je vais vous faire une petite genèse sur le joueur parce qu'il y a des choses intéressantes, il y a des petites infos très Ligue 1 Legend et franchement, qui sont super intéressantes. Est-ce qu'il jonglait avec des glaçons lui aussi? On va se regarder. Non, c'est un peu moins Ligue 1 Legend que ça, mais il y a quand même des trucs très intéressants à apprendre sur notre ami Tino Costa. Donc Franco. Il y a Braque qui fait une drôle de tête. On t'expliquera après en off, t'inquiète. Oui, t'inquiète. Je crois qu'il y a une rêve que j'ai pas. Tu auras toutes les infos. Ouais. Tu auras tout. Ne t'inquiète pas. Donc je disais franco-argentin, oui, car Tino Costa, de son prénom Alberto Facundo Costa, il possédait la nationalité française bien avant d'arriver à Montpellier. Et d'ailleurs, c'est une histoire assez méconnue. En tout cas, moi, je la connaissais pas. Je sais pas si je pensais qu'il avait été naturalisé entre-temps, moi. Eh ben non, je sais pas si vous étiez au courant, justement. En gros, c'est une histoire assez méconnue, comme je vous l'ai dit, et qui mérite sa place dans les infos de Ligue 1 Legends, car avant d'arriver au RC Paris en 2004, l'Argentin, il a d'abord régné sur le football guadeloupéen. Et oui. Guadeloupéen. Je vous dis, c'est une vraie info Ligue 1 Legends. À 16 ans, en gros, le président de son club de l'époque, qui deviendra également son tuteur, il décide de l'amener sur ce territoire français d'outre-mer, plus précisément au Racing Basse-Terre, club de DH sur l'île. Et en gros, en 3 ans, Costa, il va gagner tout ce qu'il a gagné en Guadeloupe. Tout. Il va tout arracher. Il va tout gagner. Ça va être la star du championnat local. Et en gros, c'est après ses exploits hors de la métropole que l'ancien de Basse-Terre, donc, il va donc taper dans l'œil des recruteurs du RC Paris en national à l'époque. Et c'est là où il arrive en France, mais il était déjà français. Donc c'est quand même fou, ça. C'est que le gars, il a régné sur la Guadeloupe. Et ça, franchement, je ne le savais pas du tout. Hein. Même quand il était à Montpellier, c'est une info qui m'était totalement passée à côté. Donc, il n'arrive pas tout de suite en Ligue 1, puisque donc, après le RC Paris, il va signer au Pau FC. Et encore une petite information intéressante, c'est Jean-Michel Larquet qui l'avait repéré en regardant un match du RC Paris. Il avait repéré le potentiel du bonhomme. Et donc, il l'avait conseillé à Pau. Pau s'était jeté dessus. Costa, ensuite, il reste une saison dans le sud. Et après, il file à 7. Voilà, c'est la dernière étape avant son arrivée à Montpellier. Donc en fait, le gars il a quand même bien voyagé et donc il était déjà bien intégré, il parlait français couramment. Lui, c'était déjà son pays, quoi. Donc un parcours clairement atypique pour un joueur qui a dû batailler dans les divisions inférieures françaises. Et c'est là où on viendra dessus, où on parlait de Lacazette, des carrières réussies ou pas réussies. Lui, il a eu un début de carrière très compliqué et il est arrivé quand même assez tard au très très haut niveau. Il a quand même bien galéré dans les divisions inférieures, donc force à lui. Il a atteint quand même le niveau Ligue 2 au MHSC au bout de 6 ans, donc c'était quand même assez long. À l'aube de cette saison 2009-2010, Tino l'artiste, il est encore peu connu dans l'Hexagone, malgré une saison très solide en Ligue 2. Je ne sais pas si à l'époque vous suiviez la Ligue 2, mais voilà, c'est une saison qui a été atypique aussi pour Montpellier parce qu'elle se termine par une montée folle obtenue en fin de saison et un titre de meilleur passeur du championnat. Mais malgré tout, ça restait quand même un anonyme. Montpellier est un club qui vient de monter. C'est pas forcément un club où on attendait beaucoup de choses. Et même si un joueur performe en Ligue 2, c'est pas forcément obligatoire qu'il réussisse ensuite en Ligue 1. Souvent, la marche est trop haute. Donc voilà, il débarque en Ligue 1 sans véritable étiquette chez un promu que beaucoup ne voyaient pas forcément briller lors de cette saison. Et Montpellier vise le maintien, comme toute équipe qui vient juste de monter. Le groupe, en plus, il est très jeune. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a plusieurs espoirs comme Belanda, Bokali, Yanga Biwa, El Kaoutari, Aed Fana, qui sont intégrés à l'effectif pro, qui ne jouent pas encore, qui n'ont pas un rôle important, mais qui arrivent dans l'équipe pro, pardon. Et ils sont aussi encadrés par des plus anciens comme Joris Marvaux, Cyril Jeunechamp, Souleymane Camara ou même Jamel Saï d'ailleurs.
23 ans à l'époque, et que nous avons pu rencontrer, et il parlera avec nous dans cette chronique. On parlera un peu de ses impressions sur Tino Costa. Donc malgré tous les doutes quand même entourant cette jeune équipe de Montpellier, la saison, c'est une totale réussite. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, messieurs, l'équipe a fini 5e de Ligue 1. Elle accroche l'Europe, et avec 20 victoires sur la saison, Montpellier réalise à l'époque, parce que après vous savez qu'ils ont été champions en 2012, à l'époque, c'est la meilleure performance de son histoire en première division. Ça aussi, je savais pas. Je savais pas que la saison 2009-2010, c'était la meilleure saison de Montpellier. Pour un promu, c'est quand même assez extraordinaire. La Mosson, elle bat même son record d'influence sur une saison. Et Tino Costa, il n'est pas étranger à ce phénomène. Je pense que vous vous rappelez, on le voit d'ailleurs, puisque c'est un joueur qui marquait quand même des buts assez extraordinaires. Le meneur de jeu argentin, il est énorme cette saison-là, hein, on va pas se le cacher. Il participe activement aux belles performances de l'équipe. Et ses statistiques, elles parlent pour lui. 31 matchs, 7 buts, 7 passes décisives. Costa, il sort sa meilleure saison au plus haut niveau. Il la sort à Montpellier pour sa première saison en Ligue 1, c'est quand même pas mal. Et il termine aussi meilleur passeur de son équipe. Voilà, c'est quand même carré pour quelqu'un qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là. Il est quand même très solide quand on a besoin de lui. C'est un joueur technique. C'est un joueur aussi, c'est un maître artificier sur coup de pied arrêté. Alberto, il régale les supporters pailladins. Une faculté d'ailleurs, qui avait d'ailleurs marqué ses coéquipiers, et notamment Jamel Seyi, qui va nous l'expliquer maintenant. Non, après, il avait une grande confiance en lui, ce qui lui a permis de faire une très belle carrière. Voilà, comme je l'ai dit, il savait que quand il posait le ballon, que le coup de pied arrêté, il allait être dangereux. Et on s'attendait tous à ce qu'il y ait une action dangereuse. Et c'est ce qui m'a marqué par rapport à Tino de son passage au MHSC. Il était beaucoup chambreur, qui parlait beaucoup. C'était pas une personne discrète ou effacée dans le vestiaire. Il était bosseur, travailleur, et entre son arrivée en provenance de 7 et jusqu'à cette année de première division où il avait de très bonnes stats, il y a eu une progression assez importante, et ce qui fait que ça a marqué les esprits de tous les supporters pailladins. Là, quand même. Juste, excuse-moi, une petite réaction quand même. Mais c'est marrant ce qu'il nous dit, parce que pour le coup, entre la description qu'il nous en fait et ce qu'on voyait sur le terrain, moi au contraire, j'imaginais totalement un mec très discret, très calme. Ouais. Et en fait, non, le mec il te dit non, gros chambreur, gros fêtard et tout. Enfin, honnêtement, je m'attendais pas à ça, tu vois. C'est marrant. Des fois, on se fait un peu des fausses idées. Mais grave, et ça faut toujours se méfier. Tu vois, par exemple, moi, il y a un mythe avec lequel j'ai grandi. J'ai toujours cru que Zidane, c'était un joueur extrêmement timide, parce que quand on le voyait dans ses interviews et tout, tu avais l'impression que le mec, en fait, il en plaçait pas une. En fait, apparemment, de toutes les interviews qu'on a pu lire, de tous les retours qu'on a pu avoir, en fait, le mec, c'était un monstre dans le vestiaire. En fait, c'est un mec qui parlait tout le temps, qui avait, qui prenait énormément de place, en tout cas en off. Et c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir la différence qu'il peut y avoir entre un joueur, entre ce qu'il dégage sur le terrain et ce qu'il est en fait réellement dans les vestiaires. Ouais, exactement. Nouvel exemple, nouveau contre-exemple. Ouais. Mais je pense aussi le fait qu'il était intégré, parce que je pense qu'en Guadeloupe aussi, il y a une certaine chaleur, ils savent s'amuser, ils sont cool, et je pense qu'il a réussi à s'intégrer assez facilement en France. Je pense que c'est une étape qui lui a servi justement dans sa carrière pour arriver tranquillement en métropole et comprendre un peu aussi comment fonctionnent les Français, parce que et je pense que l'intégration, il l'avait déjà faite avant, ça a facilité tout ça, et en plus de ses skills donc qui ont marqué l'esprit, donc notamment ses coups francs millimétrés, il avait aussi donc cette attitude son attitude à faciliter son incorporation dans le vestiaire et l'effectif montpelliérain, ce que confirme Jamel Seyi. Il était beaucoup chambreur, qui parlait beaucoup. C'était pas une personne discrète ou effacée dans le vestiaire. Il était bosseur, travailleur, et entre son arrivée en provenance de 7 et jusqu'à cette année de première division où il avait de très bonnes stats, il y a eu une progression assez importante, et ce qui fait que ça a marqué les esprits de tous les supporters pailladins. Une saison quand même en tout point réussie, en plus de faire des blagues et de tirer des beaux coups francs. Il a vu quand même sa cote de popularité grimper en Ligue 1 et à l'étranger.
On savait que ça allait être compliqué pour Montpellier. Voilà, c'était une équipe qui n'était pas prévue à ce niveau-là. Ils finissent 5e, même s'il y avait l'Europe au bout. Ça allait être compliqué pour les Payadins de retenir leurs meilleurs joueurs. Mais voilà, malgré la perspective de jouer la Coupe d'Europe, Montpellier n'a pas réussi à retenir son maître à jouer. Surtout que, en plus, à cette époque-là, je ne sais pas si vous en rappelez, les gars, mais le joueur, il tape aux portes de 2 sélections nationales prestigieuses. Il y a la France, à qui d'ailleurs il fera quelques appels du pied au sélectionneur de l'époque, Laurent Blanc. Je ne sais pas si vous en rappelez, il avait fait plusieurs interviews où il disait que voilà, il était français depuis 7-8 ans, que ça pourrait être aussi un honneur pour lui de jouer pour cette équipe de France. Et en plus, c'était une équipe de France qui se cherchait. On se rappelle tous de l'Euro 2012. Donc voilà, il y avait eu cette possibilité. Et aussi l'Argentine. Ça là, quand même, le choix. Il a quand même le choix du roi, quand même. Entre la France et l'Argentine, il était quand même bien placé, notre ami Costa. Oui, et d'ailleurs, c'est l'Argentine, c'est l'Albiceleste qui rejoindra pour 2 petites sélections lors de la saison 2011-2012 sous maillot de Valence. Donc voilà. Donc durant cet été 2010, il est difficile pour le MHSC de lutter avec les sirènes des grands clubs européens. Et comme je l'ai dit auparavant, c'est Valence qui va remporter la mise, qui va racheter donc les 3 dernières années de contrat de Tino Costa. C'est un déchirement. Ça se passe pas vraiment bien quand même à l'époque. C'est un déchirement pour les supporters qui perdent là en plus le joueur élu meilleur joueur du club lors des 2 dernières saisons. Ça fait quand même mal quand tu es supporter. Tu perds ton meilleur joueur en Ligue 2 et tu perds aussi ton meilleur joueur en Ligue 1. Donc ça avait été très compliqué. Et en plus de ça, je ne sais pas si vous vous en rappelez, ils avaient perdu une semaine avant l'autre star offensive du moment, c'est Victor Hugo Montagno qui avait signé à Rennes. Donc vraiment, Montpellier avait été dépouillé. Voilà. Même si, attention, on ne va pas trop les plaindre, on connaît la suite. Rappelez-vous, Montano, il a été remplacé par un certain Olivier Giroud. On sait ce qui se passera par la suite. Surtout nous, supporters parisiens, on le sait très bien. Donc voilà, on ne va pas non plus les plaindre, les Payadins. Mais voilà, donc pour Tino Costa, par contre, la suite, elle sera un peu moins prestigieuse. On aurait pu croire que ça allait continuer comme sur des roulettes. Il fait 3 saisons correctes à Valence, la consécration donc avec l'Albiceleste, puis voilà un enchaînement de clubs entre le Spartak Moscou, le Genoa et la Fiorentina pour finalement retourner en Argentine en 2016. On parlait d'un goût d'inachevé tout à l'heure pour la Casette. Je pense que là, ça correspond parfaitement à notre ami Tino Costa. Mais c'est là où je te disais tout à l'heure, Braque, que le côté, c'est quand même une bonne carrière qu'a eu la Casette. On va voir l'avis de Jamel Seyi sur la carrière de Tino Costa et il est plutôt content. Voilà, j'étais au Valence de l'époque, la Fiorentina, Spartak Moscou, non, il me semble, non ? C'est ça. C'est une carrière plutôt très correcte. Il y en a plein qui signeraient pour faire des carrières équivalentes. Après, peut-être, il aurait pu essayer d'aller chercher une équipe qui joue régulièrement la Coupe d'Europe. Bon, Valence jouait régulièrement la Coupe d'Europe, mais peut-être passer par une étape supplémentaire en France. Chose qu'il n'a pas faite en partant directement à l'étranger. Après, c'est des choix de carrière qui lui sont propres, donc, mais il a fait une très très belle carrière. Voilà. Voilà, donc une très très belle carrière pour Jamel Seyi, alors que nous, de notre point de vue, on pense qu'il y a un petit goût d'inachevé. Alors voilà, à vous, réussite, pas réussite, qu'en pensez-vous les gars ? Moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il a peut-être manqué une petite étape intermédiaire entre Montpellier et Valence. C'est vrai que ça aurait pu être pas mal pour lui de continuer ça. Il a une progression en plus assez linéaire, tu nous l'as bien rappelé, et en plus pour le coup même moi j'en apprends parce que ce parcours là notamment en Guadeloupe, honnêtement j'étais pas au courant. Il a une progression assez linéaire et peut-être que là d'un coup il a peut-être franchi une étape trop vite. Ça l'a peut-être un petit peu freiné dans son apprentissage vraiment du top niveau. Ça aurait pu être intéressant. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que dit Jamel Seyi. D'ailleurs, on le remercie d'être repassé. Merci à lui. C'est un genre il aurait bien servi à la Tunisie hier soir, je pense, au milieu. Non, après, moi, par rapport à tout ce que tu as raconté, franchement, c'était super intéressant. Hein, vraiment, c'est vrai qu'on apprend des choses parfois sur des joueurs qu'on a vu passer comme ça dans notre championnat et tu te rends compte qu'en fait, les mecs ont une histoire, tout simplement. Après, là, peut-être la différence avec un Lacazette, c'est que il faut voir quelles sont les ambitions que le joueur peut avoir. Il faut voir quel est son parcours, les attentes qu'on a par rapport à un tel joueur. Je pense que quand Tino Costa a débarqué en Ligue 1 ou même en France, je pense que personne ne le connaissait. Donc forcément, il est moins sous le radar. Il y a beaucoup moins de pression, je pense, autour d'un joueur comme ça. Donc forcément, tu as plus de place, tu as plus peut-être d'espace pour t'exprimer. Et pour donner le meilleur de toi-même. Après, derrière, il fait un choix, il part à Valence. Moi, je trouve que c'est un super choix parce que je m'en souviens très bien du Valence de l'époque. C'est une équipe avec des
il y a un joueur d'ailleurs que j'adorais, c'était Vicente, je sais pas si ça vous parle. Enfin, Vicente, énorme. Je crois que tu avais encore Joaquin à l'époque à Valence. C'est un super choix. C'est pas non plus le club top élite, mais c'est un choix assez intermédiaire et assez intéressant. Donc il y a toujours cette question-là de jusqu'où ce joueur peut aller et quelles sont réellement ses ambitions. Moi, je pense que lui, il a fait sa carrière. Voilà, il n'y avait pas non plus une attente incroyable autour de lui. Et comme tu l'as raconté là, en fait, on peut que s'incliner. Le mec a fait son parcours, il a fait son chemin, il n'y a pas eu de phrase que ça s'est super bien passé, quoi. Oui, après, est-ce qu'il était forcément voué à jouer vraiment dans les tout meilleurs clubs européens? Je suis pas sûr non plus. Mais effectivement, en tout cas, je pense que son prime, il l'a vécu en Ligue 1 et nous, on a pu le kiffer. Donc ça, c'est plutôt cool. Puis, ce que j'aimais bien avec lui aussi, c'est qu'il avait cette petite vibe parce que Tino Costa, c'est quelle année déjà à Montpellier? Autour de 2010, non? 2009-2010. Il fait de 2008 à 2010. Il fait 2008-2009 en Ligue 2, 2009-2010 en Ligue 1. Tu vois, il a encore ce petit look numéro 10 argentin de l'époque, tu vois, genre années 90-2000, tu vois, avec ses cheveux longs, pas trop grand gabarit, tu vois, un peu à la Gallardo, à la Ortega, tu vois, c'est les Pablo Aimar, les joueurs comme ça, tu vois. Et il avait cette petite vibe, moi, ça me faisait kiffer, moi j'aimais bien. Après, vraiment, c'est difficile, je pense, que de se mettre à leur place. Déjà, les propos de Jamel Saïf ont relativisé ce qu'est une grande carrière, ce qu'est une carrière réussie. Et nous, je pense qu'on a un prisme où parfois on n'a pas le bon regard sur ce qu'est une carrière réussie ou pas. Et puis, je pense qu'il faut peut-être aller voir en ce qui concerne Tino Costa, mais comme en ce qui concerne le sujet d'après avec Ochoa, c'est des mecs qui viennent, c'est des mecs sud-américains. On ne connaît pas leur bagage familial. Peut-être qu'à un moment donné, pour lui, partir à l'étranger, c'était mettre à l'abri, se mettre à l'abri financièrement. C'était pouvoir avoir accès à de l'argent qu'il n'aurait pas pu avoir en France. Donc, je comprends ces histoires de rester encore un an pour aller chercher le titre avec Montpellier, ou en tout cas aller chercher mieux avec Montpellier, parce que personne ne pouvait imaginer qu'ils allaient chercher le titre, ou essayer de prendre un club intermédiaire. À l'époque, l'OM était pas dessus parce que c'était l'année du titre, mais un PSG, un Monaco, mais à un moment donné, je pense qu'il faut aussi raisonner en carrière. Quand il part, il est déjà un petit peu âgé. C'est sa première véritable année complète au très haut niveau. C'est vrai. À un moment donné, il faut aussi prendre ce que tu as et sécuriser un petit peu ce que tu as sous la main. Et après, oui, les choix de carrière sont ce qu'ils sont. Et peut-être que nous, après, amateurs de foot, carrière, on voit ça. Dit Fréki sur le chat, déjà, tu arrives de passer du foot amateur au foot mais bien sûr, c'est quand même énorme en vrai, déjà rien que ça comme prouesse. Et je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est que on a un peu trop tendance à dire ouais, il a pas joué là, il a pas gagné le titre, il a pas gagné cela, donc sa carrière c'est pas si ouf que ça. Mais en vrai, faut se rendre compte de ce que c'est une carrière en pro. Et déjà, la carrière de Tino Costa, c'est l'élite, quoi. Quand t'as fait Montpellier, Fiorentina, Valence, on est sur des top clubs. Il y a El Flaco aussi sur le chat qui nous dit qu'il joue encore en Argentine, Tino Costa. Et il est encore en activité. Ouais.